la paix, ça s'apprend. Comme les maths ou le foot. Ça tombe sous le sens que les maths ou le foot, on ne va pas maîtriser ça du jour au lendemain, en quelques minutes, en une soirée ou 3-4 jours. Ça tombe sous le sens que ce sont des matières qui demandent une certaine implication. Et curieusement, pour la paix, on ne fait pas beaucoup d'efforts. On l'espère sans bouger. Et donc je vous propose de voir simplement si je vous demande ce soir qui parmi vous est à l'aise dans la conduite d'une voiture, même quand il y a du trafic et qu'il neige et qu'il pleut. Je pense que nous aurons, si vous levez la main, qui est à l'aise à conduire une voiture. Vous voyez, regardez autour de vous. Il y a certainement un bon 2/3 de la salle qui lève la main. Qui est à l'aise dans une deuxième langue, a du plaisir à parler une deuxième langue? Oui, de nouveau, on a un bon 2/3, je pense, de la salle. Et enfin, qui pratique un sport un peu technique, du tennis ou du ski, enfin, peu importe, un sport qui a demandé un peu d'apprentissage, de nouveau, on a une très bonne moitié de la salle qui se lève. Qui lève la main. Maintenant, si je vous demande, tiens, mais comment est-ce que vous avez fait pour apprendre à conduire une voiture, et à pratiquer une langue ou à pratiquer un sport, vous me direz, mais j'en ai eu envie. Hein, c'est pas mal, tiens. Et j'ai écouté mon envie, ça c'est pas mal aussi. J'en ai fait le choix. Je me suis dit, non, je m'y mets. Sinon, je n'aurai jamais mon permis de conduire, je n'aurai jamais la maîtrise de la langue, je n'aurai jamais le plaisir de jouer à un sport. Je m'y mets, je décide. Ah, et ça se passe comment? Je le mets au programme. Ah, je le mets au programme, ça veut dire quoi? Je bouquine sur le sujet. Je prends un cours, plusieurs cours, peut-être de l'accompagnement. Ah, d'accord. Ça demande quoi? Des efforts. Ah, ça demande des efforts. Et c'est utile? Oui, parce qu'avec les efforts, j'ai intégré petit à petit. Parfois, j'ai eu envie de tout balancer par la fenêtre, mais petit à petit, j'ai intégré cette pratique. Et il n'y a pas d'autres ingrédients? Oui, ça prend un peu de temps. Ah. Qu'est-ce qui fait que pour des choses très agréable, conduire une voiture, parler une autre langue, pratiquer un sport, mais pas fondamental pour bien vivre, nous sommes prêts à faire des apprentissages rigoureux, déterminés, engagés, avec des efforts, en acceptant que ça ne tombe pas du ciel. Et pour la paix avec soi, toutes les parties de soi, la paix avec l'autre, toutes les parties de l'autre, la paix avec la vie, on attend que ça tombe du ciel sans faire le moindre effort. C'est surprenant, non? D'où vient cette négligence dans nos apprentissages? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mis ça dans les programmes scolaires depuis la maternelle? J'apprends d'abord à être en paix avec moi, avec l'autre. J'apprends à comprendre ce qui se passe en moi quand je suis plus en paix, ce que ça dit de moi, et comment retrouver un climat de paix. J'apprends à comprendre ce qui se passe en l'autre quand il n'est pas en paix, et que ça se manifeste par des cris, peut-être même des gestes ou des mots. J'apprends à comprendre comment l'accompagner pour retrouver le climat de paix. Comme des apprentissages de base, aussi fondamentaux que lire, écrire et calculer. J'apprends à savoir qui je suis, comment je me sens, qui l'autre est, comment il se sent. Vous voyez, curieusement, on n'a pas pris l'habitude de mettre ça au programme et donc nous sommes laissés encoder dans des rapports de force. C'est un vieil encodage. Quand tout va bien, mais quand ça ne va pas, la tension monte assez vite et là, on règle le conflit, le différend, par des rapports de force. J'ai raison, t'as tort. Domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction. C'est une vieille habitude, c'est un vieux logiciel. Il est tellement présent chez nous qu'on croit que c'est la seule façon de résoudre le conflit. Et regardez même dans l'intimité du couple, dans cet espace où l'on pourrait espérer enfin la complète nudité du cœur et l'abandon à la tendresse, à l'empathie et à l'écoute. Dans l'acceptation totale de sa propre vulnérabilité et de celle de l'autre, combien de masques, combien de casques, combien de gourdins, combien de boucliers. C'est hallucinant. Même dans cet espace-là, on n'a pas réussi encore à entrer dans la douceur, le lâcher-prise, l'acceptation de la différence. Vous voyez que nous avons du chemin à faire, puisque nous sommes restés au niveau de Cro-Magnon, Gourdin ou grotte, agression ou fuite. On n'a pas encore rencontré la rencontre. C'est sans doute le continent à développer dans ce XXIe siècle. On connaît les continents terrestres, mais il y a un continent impalpable entre nous qui est la rencontre. Je pense que nous sommes pionniers de ce nouveau continent. Et que comme les pionniers, on se prend souvent les moustiques et les premières maladies avant d'organiser un petit peu la vie là-dedans. Et c'est peut-être ce que nous pouvons apprendre à faire là dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, à développer une façon de vivre dans ce nouveau continent qu'est la relation.
voyez que nous avons peut-être apprendre à remettre en question notre système de pensée. Vous connaissez cette formule de Paul Václavic qui a organisé la compréhension des systèmes relationnels. Il est un des pères de l'analyse systémique qui comprend la relation comme un ensemble d'interactions, une écologie relationnelle. Et une des premières lois de tout système, que ce soit le système avec soi, le système avec l'autre, conjoint, les enfants, l'équipe de travail, la société, le système avec l'ensemble du monde, le principe de tout système, c'est que si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Vous me direz, Thomas, c'est évident. Mais ça veut donc dire que si je veux obtenir autre chose dans la relation à moi, dans la relation à l'autre, mon conjoint, mon enfant, mon équipe de travail, la société dont je m'occupe si j'ai des responsabilités, etc., et avec la vie, l'univers, si je veux obtenir autre chose, je dois donc faire autrement. Vous me direz, mais oui, mais Thomas, c'est évident, il faut faire autrement, on n'est pas là pour continuer à faire la même chose. Oui, ok, mais comment tu vas faire autrement si tu penses pareil ? C'est impossible. La seule façon de faire autrement, c'est d'accepter de s'asseoir dans la chaise du discernement. Pas forcément confortable, mais qui permet de remettre en question le système de pensée qui a prévalu jusqu'ici. Tiens, je pensais comme ça jusqu'ici, pourquoi je ne penserais pas comme ça ? Je regardais les choses par ici, pourquoi je ne les regarderais pas par là ? Pas facile, parce que nous sommes extrêmement casaniers. Nous adorons rester dans nos vieilles habitudes, dans notre zone de confort. Or, le processus de transformation passe par le fait de quitter la zone de confort pour entrer dans l'inconfort. Et nous ne sommes pas encore très nombreux à accepter ça. Nous sommes très petits bourgeois pour ce qui est du système de pensée. Je reste dans mes pantoufles. Le chauffage sur 22. Mais je ne mets pas les bottines quand il fait -5 pour aller voir comment ça se passe ailleurs. Et nous avons donc besoin d'accepter cette vie intérieure, ce ressourcement, ce discernement qui permet de retrouver notre axe pour pivoter, pour faire autrement et obtenir autre chose. Et vous le mesurez, c'est une démarche citoyenne. Ce n'est pas nos dirigeants, à la vitesse à laquelle ils courent, qui vont pouvoir se ressourcer à l'intime d'eux-mêmes pour pivoter. Ça demande notre initiative individuelle, collective. C'est ce que Pierre Rabhi appelle une insurrection citoyenne, selon cette belle expression de réveil, d'accepter de se remettre en question soi pour transformer petit à petit la conscience collective. Nous avons donc besoin de remettre en question le système qui a prévalu et qui est basé sur des rapports de force par habitude. C'est juste une habitude, ce n'est pas la seule façon d'être au monde, et on le voit même dans des peuplades aborigènes qui vivent tout autrement, qui vivent dans l'empathie, dans l'écoute, dans la cohabitation, dans la solidarité. Les rapports de force ne sont pas la seule façon de faire. Dans cette habitude de vivre les rapports de force, nous avons forgé un je, me, moi, souvent égoïste et très souvent avide, face à un tu, te, toi, vécu comme hostile, voire même menaçant. Et nous avons oublié le nous. Le nous fondateur, le nous tribal, le nous sans quoi on ne peut pas vivre, le nous d'entraide, de partage, qui est sans doute la première forme de vie, une peuplade qui s'entraide, qui s'abrite, qui se nourrit, qui maintient le feu, qui va chasser, qui prend soin des enfants. Dans une autre conférence proche de celle-ci qui s'appelle « Réenchanter le monde », je nous propose de se dire, tiens, si nous parlons de réenchanter le monde, dont manifestement nous en avons grand besoin, est-ce qu'il aurait été enchanté ? Est-ce que nous aurions le souvenir d'un certain enchantement ? Et je commence ma conférence en disant, il me semble que beaucoup d'entre nous portions la nostalgie de l'enchantement. Quelque chose était mieux. Nous avons connu mieux que ça. Le monde que nous rencontrons aujourd'hui s'avère une déconvenue. Les promesses faites par la science et la raison de nous offrir la justice et le confort pour tous sont tout sauf tenues. On assiste à une débâcle épouvantable.
un hyper-individualisme, des cloisonnements, des appartenances hostiles. On a perdu le Nord. Qu'est-ce qui fait qu'on pense à autre chose? N'aurions-nous pas connu un nous plus soutenant historiquement? Ça peut être intéressant d'explorer ça, ce n'est pas le sujet directement aujourd'hui, bien qu'on y reviendra un peu plus loin dans la conférence. Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus d'entre nous, et je pense que vous êtes nombreux ce soir, réalisent bien que nous n'allons pas par miracle changer les choses à l'extérieur sans changer ce qui se passe à l'intérieur. Et nous n'allons pas par miracle respecter la nature tout autour de nous sans apprendre avec vigilance à respecter la nature de l'être qui est en nous, notre nature intime. Et j'ai bien l'intuition que beaucoup d'entre vous réalisent bien que le massacre spectaculaire que nous faisons de la terre, des ressources, de la matière vivante autour de nous, est le reflet dramatique du massacre intime que nous perpétrons sur nous depuis la maternelle. Tu fais trop de bruit, reste assis, ne bouge pas. Dessine sur le dessin, on picote le canard sur la ligne bleue, pas à côté. On dessine une vache en brun, pas en bleu, voyons. C'est une des premières réactions de mes filles quand elles ont quitté la maternelle, où quand même on joue encore un peu et on est ensemble, il y a du nous. En arrivant à l'école au début septembre, l'une après l'autre, elles m'ont dit « Papa, quand elles sont entrées en primaire, papa, on est assis et on ne joue plus. Est-ce que c'est normal ?» Comment voulez-vous dire autre chose pour être sincère, pour être vrai que dire « c'est pas normal du tout ». Le système est débile. Bien sûr qu'à ton âge, tu as besoin de jouer au moins les 2 tiers de la journée et d'être en mouvement. Et l'apprentissage devrait permettre ça. Il y a tout à fait un moyen d'apprendre en bougeant. Je ne peux pas vous donner ma conférence assis derrière un pupitre, j'ai besoin de bouger. Sinon, je me racrapote. Donc, nos systèmes ont vraiment besoin d'être mis en question dès le départ pour que l'humain, la nature humaine soit respectée. Et quand l'humain est respecté, figurez-vous qu'il devient respectueux. Quand l'humain est aimé, il devient aimant. Quand l'humain est honoré, il honore. Je ne vous demande pas de me croire, je vous partage plus de 25 ans d'accompagnement des personnes dans les cycles et les saisons de la vie. Et je vois ça. Les gens qui se sont sentis profondément aimés ont tendance à être profondément aimants. Ceux qui, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas senti cet amour, ont du mal, soit à donner l'amour, soit à le recevoir. Et on voit bien que l'on ne parle pas d'un enjeu de développement personnel. On a dépassé ça. On est dans un enjeu de vivre ensemble. Aujourd'hui, tout enfant qui va à l'école, tout citoyen qui débute par l'enfance, qui se forme, devrait depuis la maternelle apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, qu'est-ce que ça dit de lui, qu'est-ce qui le met en joie et dans une heureuse expansion de lui, la plupart du temps au service des autres, mais il a besoin aussi d'apprendre qu'est-ce qui le contracte, qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui l'affole, qu'est-ce qui le fâche, et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa rage aux autres. Je ne vais pas vous faire un dessin. On parle d'un enjeu de santé publique. On a de nouveau largement dépassé l'enjeu du développement dit personnel. Ça s'emboîte l'un dans l'autre. C'est de l'hygiène de conscience. Quand vous vous brossez les dents, ce n'est pas juste de l'hygiène personnelle, ça l'est. Mais c'est aussi parce que vous allez communiquer avec d'autres personnes et que ces personnes seront contentes que vous arriviez les dents brossées. Changer vos vêtements, c'est de l'hygiène personnelle, c'est de l'estime de soi, c'est prendre soin de son être, bien sûr, mais c'est aussi être un compagnon agréable dans la vie quotidienne. Si vous portez les mêmes vêtements pendant 3 semaines, vous n'allez pas être très agréable à fréquenter. Il n'y a pas de clivage, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, vous voyez, je voulais mimer avec ce « je, me, moi » et ce « tu, te, toi ». Nous avons instauré des rapports plutôt de contraction, méfiance, plutôt que des rapports d'expansion, confiance. Et vous l'aurez sans doute perçu, certains connaissent les pratiques de présence au corps. Ces 2 mouvements sont la base du langage du corps. Expansion, joie, j'ai envie d'aller par là. Contraction, méfiance, ah non, surtout plus ça. C'est précieux d'apprendre à connaître son corps. Et je vous en parle comme quelqu'un qui ne l'a pas écouté pendant des années et qui a eu besoin d'apprendre à entendre ce mouvement pour savoir par où je vais. La non-violence s'instaure là,
dans cette première écoute. Et très vite, je vous propose d'aller vérifier le thème d'aujourd'hui, la paix, ça s'apprend. De quoi parlons-nous? C'est quoi la paix? Il y a sans doute autant de définitions de cette magnifique notion qu'il y a d'êtres humains qui s'en soucient. Alors cherchons peut-être au point de départ, pour nous-mêmes, c'est quoi un moment de paix? Je peux imaginer que vous avez goûté des moments de paix. Tentez d'en retrouver un, peut-être très proche, et savourez-le un instant en mémoire. Et tentez d'en dégager quelques ingrédients. Qu'est-ce qui était nourri en vous quand vous avez goûté ce moment de paix? Quelles étaient les valeurs qui étaient honorées ou les besoins qui étaient nourris, pour prendre les termes de la pratique de la communication non violente? Et si jamais parmi nous, il peut arriver, certaines personnes n'ont jamais connu un moment de paix, je vous propose de le rêver un moment. Comment ce serait pour vous, un moment de paix? Et quels en seraient les ingrédients? Prenez une petite minute juste d'intériorité, si vous voulez bien. Et puis, je vous propose de porter votre attention sur votre climat intérieur. Lorsque vous fréquentez ce moment de paix en mémoire ou en rêve, comment est votre état intérieur? Contraction, méfiance, ah non, plus jamais ça? Ou expansion, confiance, oh, qu'est-ce que c'était bon, j'ai envie de revivre ça? Vérifiez le mouvement, le micro-mouvement de votre organisme même. Vérifiez peut-être également les sentiments au-delà de la sensation. Quand je fais l'exercice avec vous et que je me remémore un moment de paix, j'ai pas loin à aller, c'est ce matin, je conduis mes filles à l'école à Boisfort et puis je vais faire mon jogging derrière, dans la forêt de Soignes, derrière l'hippodrome de Boisfort. On est tout de suite dans la forêt, il y a même des chevreuils ou des renards. C'est extraordinaire d'avoir cette proximité de la nature à côté d'une grande ville. Et je m'arrête sur une colline qui a été déboisée il n'y a pas longtemps, et là, plein soleil, et ce que je goûte, c'est chaleur. Il faisait froid, 4 degrés, mais le soleil est chaud, je le sens et ma peau frissonne. J'adore cette sensation. Lumière, luminosité, c'est rare en Belgique. Un ciel bleu pétant. En partant avec mes filles, je dis on se croirait au Maroc. Il fait bleu pétant comme au Maroc, regardez. Lumière, mais également calme. À cet endroit de la forêt, il n'y a presque personne. Je croise parfois un jogger le matin. C'est incroyable. À 2 pas de Bruxelles, presque personne. Une ressource incroyable, si peu utilisée. Calme, beauté, ce printemps qui émerge dans la délicatesse, les vers, tous différents, les bourgeons qui pètent au bout des branches, c'est extraordinaire. Douceur de cette nature qui se réveille après l'hiver. Et voyez, quand je décante ça dans un petit moment de méditation au milieu de cette lumière, j'ai les ingrédients de mon élément de paix et je deviens indépendant. Bien sûr, ça a été activé dans ce moment particulier. Il fait beau, le ciel est très clair, c'est le printemps. Cependant, même dans le métro à Paris, où je serai demain, je peux goûter la lumière intérieure, celle de la lecture que j'ai fait la veille, celle du travail que je vais donner. Je peux goûter la douceur d'un regard d'une maman qui s'occupe de son enfant à côté de moi dans le métro. Je peux goûter le calme d'être paisiblement dans ma chapelle intérieure, même si ça s'agite autour de soi. Je dégage de chaque instant les éléments qui me permettent de transporter avec moi ce qui me rend joyeux. Et ce n'est pas que pour moi, mais effectivement, quand je décante un moment pareil, c'est clair que je privilégie la chaleur. Je souhaite de la chaleur dans les rapports humains, dans les tablées familiales, dans l'échange au bistrot, dans la façon de se rencontrer dans les administrations, au guichet. Je souhaite de la lumière. Si je ne comprends pas, je m'informe. Si je veux m'exprimer, je tâche d'être clair et de vérifier si l'autre comprend bien. La lumière m'est précieuse. J'aime la douceur. Il y a des tensions. On va essayer de se comprendre en s'écoutant. Qui va dire que ce moment de paix est égoïste s'il féconde une façon d'être ensemble? Parce que j'ai travaillé mon discernement et que je porte avec moi les valeurs que je veux vivre. Je suis le changement que je veux voir dans le monde. C'est la proposition de Gandhi. Be the change you want to see in the world. Voilà une façon de propager la paix. Goûtez régulièrement ce qui vous enchante, ce qui vous réjouit, pour capter ce que vous voulez vivre, vers quoi vous allez, et
envisagez de revivre ça sous de toute autre forme, de toute autre stratégie. Il y a 1000 façons de vivre la douceur, la lumière, le calme, la beauté, etc. Ensuite, je propose de poursuivre un peu l'exercice pour explorer cet enjeu de paix. Et à l'instant, je vais vous faire la proposition suivante. Je vous invite à vérifier votre climat intérieur. Je vais vous proposer de partager avec votre voisin et votre voisine ce qui a fait les ingrédients du moment de paix. Et vérifiez, au moment où je vous dis partager, est-ce que vous dites « Ah, super, je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas du tout, un inconnu parfait, je vais même devoir me déplacer parce que je suis un peu seul là où je suis, c'est merveilleux, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. » Ou contraction, méfiance, mais qu'est-ce qu'il nous fait faire? Je venais pour digérer mon repas et il nous fait travailler. Vérifiez, c'est juste intéressant de s'observer. Expansion ou contraction? Alors, je vous propose de vous tourner vers un voisin, vers une voisine, par 2 ou par 3, déplacez-vous un petit peu et prenez 2 minutes d'échange sur le moment de paix, si vous voulez bien. Et je vous invite à tirer le premier bénéfice de ce petit exercice, et qui est la conscience bien palpable que nous sommes bien des êtres de communication, des êtres d'échange, des êtres de relation. Je n'ai jamais vu depuis les années que je propose ce type d'exercice dans des salles petites ou grandes, que lorsque j'indique vous pouvez clôturer votre échange, les duos ou les trios s'arrêtent immédiatement en disant « Ouf, c'est terminé ce supplice de devoir parler avec un inconnu !» Ou pire encore avec mon conjoint, et je lui avais jamais parlé de ça. Je pense que nous sommes heureux de pouvoir aller au bout de notre phrase. Nous sommes heureux de laisser l'autre arriver au bout de la sienne. Nous sommes heureux de ce moment de nous. Il y a je, il y a tu, il y a nous. Le simple fait de s'être parlé vrai a créé du nous. Moi, ce qui m'enchante, c'est ceci. Et toi, c'est quoi ce qui t'enchante? Ah, c'est ça. Là. L'être est né entre nous. Dans toute relation, il y a 3 personnes vivantes. Dans un couple, par exemple, moi je suis né à ma date de naissance, toi tu es né à ta date de naissance, et nous est né quand nous nous sommes rencontrés. Nous est né, nous a grandi, nous a mûri, nous a un peu vieilli, nous a pris de l'âge peut-être, mais nous a pu s'affamer, nous a pu mourir de faim, nous a pu tomber malade, et nous pourrions mourir si toi et moi, nous ne prenons pas soin de nous. Nous est un être vivant. Et vous pouvez reproduire ça à toutes relations humaines. À l'arrivée du tressaillement de l'enfant dans le ventre maternel, il y a un nous. Il y a du lien, il y a de la relation. Il y a un 3e être, la maman, l'enfant et le nous. Et la rencontre avec un ami, c'est pareil, avec un collègue de travail, on ne se connaissait pas, on se connaît, on va travailler ensemble. Il y a tout d'un coup un nous. Est-ce que je sais prendre soin du nous? Pas juste du je, en disant tu. C'est précieux d'établir la paix au quotidien en chérissant le nous. Vérifiez également, 2e bénéfice de l'exercice, votre état intérieur. Après ce petit moment d'échange, comment vous sentez-vous? Est-ce qu'il y a d'abord une sensation sur le plan physique? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont senti quelque chose de particulier, en fait, d'échanger comme ça, à l'impromptu? Oui? Vous faites un geste d'ouverture, comme ça. D'ouverture, c'est une sensation, oui. D'autres gestes qui vous viennent quand vous... La joie, oui. Ouverture, joie. Autre sensation? Un apaisement, oui. D'autres sensations? Oui. Un souffle plus léger. Vous voyez, un apaisement, joie, ouverture. Il y a des gens qui vont en thalassothérapie bien cher pour ça. Ça nous a pris 2 minutes et c'est gratuit. Et je vous en parle d'expérience. Je vois tellement d'êtres arriver tendus, coincés dans des formations. Après la demi-journée de formation, ils sont déjà plus ouverts. Le soir, ils sont complètement détendus. Le lendemain, ils dansent ensemble. Pourquoi c'est pas comme ça qu'on vit? Où est-ce qu'on a dérapé? Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu la boussole
qui nous indique que c'est par là qu'on veut vivre. Parce que je reviens à ce que j'évoquais en prenant conscience du moment de paix, eh bien, quand je mesure les ingrédients que je vous ai partagés, la beauté, la nature, la lumière, etc., je sens, moi, tout mon être qui fait... C'est par là qu'on va. Et on y va tout entier. Il n'y a pas une cellule de mon être qui dit « Ah non, on reste par ici ». Il y a mobilisation. Parce que ça fait sens. Tout ce qui fait joie fait sens. Si vous êtes perdu, vous ne savez pas dans quel sens tourne votre boussole, vérifiez qu'est-ce qui vous a apporté de la joie, même des joies infimes. Et utilisez la joie pour aller voir les besoins ou les valeurs qui ont été nourries en vous. Vous avez un indicateur extrêmement clair de ce qui fait sens. Vous êtes réjoui d'un sourire d'enfant croisé dans la rue, douceur, angélisme, beauté, candeur. Vous aimez ça, vivez comme ça. Vous avez reçu un témoignage de reconnaissance au travail, ça a nourri votre besoin d'être reconnu, de vous sentir exister, d'être au service, d'être utile. Vivez comme ça. Vous recevez un appel alors que vous êtes malade, amitié, réconfort, tendresse, attention pour vous. Wow. Vous recevez ça, vous le rendez. C'est pas compliqué. Ça demande juste d'être un peu discernant. Troisième bénéfice de l'exercice, je vous propose de mettre au tableau ce que nous avons noté. Et désolé pour ceux qui m'auraient déjà vu faire ça en conférence, je le fais systématiquement dans chacune de mes conférences, quel qu'en soit le thème, que ce soit sur la connaissance de soi, le couple, réenchanter le monde ou la paix. Je nous propose de noter au tableau les valeurs que nous avons rencontrées. Je vais peut-être commencer par celles que j'ai identifiées dans mon propre moment. Nature, beauté, lumière. Ce n'est pas nécessaire que vous sachiez lire, hein, c'est juste pour les aligner. Et donc je vais les écrire non pas en calligraphe, mais en écriture normale. Lumière, chaleur, voilà, et douceur. Voilà, vous-même, qu'avez-vous rencontré? Joie, paix, partage, légèreté, espace, confiance, émerveillement, gratitude, pardon, respiration et amour. Amour, oui, nous avons la joie. Sérénité, connexion, confiance, pétillement dans l'œil, liberté, amusement, reconnaissance, respect, empathie, pardon, pureté, bien-être, complicité, rire, lien et appartenance. Oui. Il n'y a plus de place. Alors, on pourrait faire bien sûr beaucoup de listes avec nos besoins, vous le savez. Ce qui est juste précieux, c'est de vérifier, tiens, en prenant quelques minutes de présence à un moment de paix, un moment qui nous a nourris, qui nous a inspirés, qui peut-être nous a enchantés, nous réalisons que ce qui était vivant à ce moment-là, c'était ces besoins-là. Nous allons bien si ces besoins sont nourris, nous allons moins bien si ces besoins ne sont pas nourris. Il est donc précieux de prendre soin de les nourrir, avant de faire payer aux autres leur frustration. Je ne suis pas en joie, je t'accuse, je ne ris pas, tu m'énerves. Je ne suis pas au calme, je te casse la gueule. Hygiène de conscience, je prends soin de mes besoins moi-même. Nous connaissons la formule, toi, tu es la goutte qui fait déborder mon vase. C'est magnifique comme déni de responsabilité. Hein. Qui est responsable de mon vase? C'est toi ou c'est moi? C'est à moi à se rendre compte. Mon besoin de calme, de respect, d'attention est moins nourri que tout à l'heure. De moins en moins nourri. De moins en moins nourri. Ça devient critique. Je risque d'exploser. Il est temps que je fasse quelque chose. C'est de l'hygiène de conscience que d'apprendre à discerner ce qui se passe à l'intérieur avant de nous faire payer aux autres la frustration. Nous avons un besoin
de comprendre notre tableau de bord pour gérer ce qui se passe en nous. Alors, cette liste n'est pas dessinée en rouge par hasard, c'est parce que ça nous permet de clarifier que nous cherchons à vivre sur notre fil rouge. De nouveau, ce dessin-là fait aussi partie de toutes les conférences, parce que pour moi, c'est précieux d'avoir du visuel. Nous cherchons à vivre alignés sur notre fil rouge, qui se compose des différents besoins et de bien d'autres que nous pouvons identifier si nous travaillons un tout petit peu sur nous. Et si vous me permettez de le résumer à l'extrême, ce fil rouge, voilà ce qui me paraît être au cœur de notre vie à chacun de nous, quels que soient les comportements, les attitudes, les habitudes, nous cherchons à goûter un profond contentement, un état de paix intérieure profond, dans la relation à nous, toutes les parties de nous, même l'ombre, qu'on aime d'habitude pas trop voir, dans la relation à l'autre, toutes les parties de l'autre, même son ombre, qu'on aime d'autant moins voir qu'on n'a pas accepté la sienne, et dans la relation à la vie, à l'univers, à Dieu, à la grâce, au souffle, à l'esprit. Vous mettrez les mots que vous voudrez sur cette troisième dimension à laquelle beaucoup d'entre nous sentons bien que nous appartenons. Sur ces trois axes, nous cherchons à vivre un profond contentement de tout notre être, un état de paix intérieure de plus en plus stable, transportable à travers les difficultés, parce qu'il y a des difficultés, on en a. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des deuils, il y a des conflits, il y a des traumatismes, il y a des agressions. On a besoin de sentir que cet état de paix, on le maintient à travers l'épreuve. Et un état de paix qui se révèle finalement contagieux, généreux, rayonnant, impactant, laissant un sillage tintinabulant de paix, de synergie autour de nous. Ce n'est pas par hasard que dans les dessins animés, les belles fées, les bonnes fées ont un petit sillage de clochettes et de petites étoiles. Vous connaissez des bonnes fées. Vous avez encore, la plupart d'entre vous, le souvenir d'une grand-mère généreuse. Et quand on en parle, tout le monde a des étoiles dans les yeux. J'ai eu la chance de connaître une grand-mère comme ça. 30 ans plus tard, dans le village où j'habite encore, dans la province de Luxembourg, les gens me disent « Ah, votre grand-mère !» Et il y a des étoiles dans les yeux. Ça, c'est notre pouvoir, de créer du nous à long terme, toujours vivant 30 ans plus tard. Vous voyez quel est le pouvoir que nous avons? C'est extraordinaire, non? Contentement intérieur profond et contagieux. Malheureusement, ce n'est pas forcément ça qu'on vit. Nous avons pris une habitude de nous éloigner. L'enfant, à nous, a pu chevaucher cet état de contentement intérieur dans ses jeux, dans sa présence, dans le bain avec le petit canard. Il est à la fois au chaud des petits canards. Quand il court dans les graminées derrière les papillons, il est herbe folle, courant d'air et course. Et enfin, quand l'enfant fait des câlins avec papa ou maman, il n'y a pas papa là devant ou maman devant et moi gamin ici. Il y a nous. Un seul être, un seul câlin, une seule vibration. L'enfant est là, sans appréhension du futur, sans regret du passé. À nous, il nous faudra des années de pleine conscience, de méditation pour revenir là, alors qu'on y était. Qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez ? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette appréhension du futur, dans ce regret du passé, qu'on oublie d'être là ? Voilà une façon de le voir, des parents bienveillants à ce petit enfant qui est là, bien dans l'instant. Des parents bienveillants, puis ensuite des éducateurs bien intentionnés. Et c'est parce qu'il y a si bonne intention qu'on ne voit pas le piège. Or, on dit, on ne fait pas les choses parce qu'on est bien dedans, on fait les choses parce qu'il est l'heure. Parce qu'il est temps. Parce que c'est par ici, mais jamais par là. On fait comme ceci, mais jamais comme ça. Il faut étudier beaucoup, travailler beaucoup, s'engager, trouver un conjoint, ne pas oublier de payer ses impôts et de téléphoner à belle-maman. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie, se coule dans un moule, se conforme à la forme, à la norme, et finit par croire que ce qu'il vit est l'exercice de sa liberté, alors qu'il est pris dans des enfers meumants. Il est pris dans des enfers meumants, dans des systèmes de pensée, des habitudes, des automatismes qui ne sont pas remis en question. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ça devient infernal, mais ce n'est pas grave. Puisqu'on l'a toujours fait. Pourquoi changer ? Regardez la crise économique en 2008, grand effondrement considérable, on rend flou et on repart, sans remettre rien en question. C'est juste hallucinant. Qui ferait ça dans sa propre maison ?
devant un problème pareil, on remettrait en question qu'est-ce qui a généré ça, comment changer pour ajuster et éviter que ça revienne. Abrutissement complet du système. On fait ce qu'on a toujours fait. Vous voyez que cette capacité à faire autrement en pensant autrement, elle ne va pas naître par hasard dans des dirigeants si elle n'est pas née dans l'éducation collective que l'on reçoit. Apprendre à remettre en question les systèmes. Alors le risque, vous voyez, et on rejoint l'enjeu de la durabilité, du développement durable, c'est que la plupart des compensations s'engouffrent ici. Dans cette tension entre ce vers quoi je tends, je sens bien que ma vie aurait plus de sens comme ça, mais ce que je vis, c'est ici. Ah, ça fait comme une espèce de bouche de crocodile qui happe les mécanismes compensatoires. J'ai un profond besoin de changement, mais je repeins ma cuisine ou je vais acheter des meubles chez Ikea. Ça trompe. Je suis tendu au travail, énervé, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Mais le soir, une petite bière, ça me détend. 2 petites bières, ça me détend pas mal. Tout le bac de bière, je suis bien détendu. Ça se joue aussi avec des médicaments. Je sais pas dormir, j'ai des angoisses, une petite pilule, ça va mieux, 2 petites pilules, ça va beaucoup mieux. Et tout le paquet, je dors tout le week-end. Et voilà. Mécanisme compensatoire. 30% de la population en Belgique et en France sous médoc pour survivre. Simplement pour des enjeux de sens, de paix, de conscience, d'alignement, d'expansion, qu'on n'a pas appris depuis l'école. Alors on a des ingénieurs brillants qui construisent des ponts, mais qui sont sous médoc à vie. Des chirurgiens extraordinaires, mais qui sont sous amphétamine pour survivre dans la tension et dans le stress. Je ne vous parle pas de mythes, je rencontre ces gens dans mon travail. Et ils se confient en disant, pour survivre, je suis sous médoc depuis des années. Je fais de très bons gestes médicaux, ou ingénieur, construction, enfin toutes sortes de choses, managing d'entreprise, mais à l'intérieur, c'est la confusion complète. Alors, je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique. Les mécanismes compensatoires peuvent être très ordinaires. Hein. Ça peut être tout simplement le fait d'acheter un petit peu trop, de manger un petit peu trop, de consommer un petit peu trop. Dès qu'il y a du trop, c'est compensatoire. Et on voit bien comme la société de consommation se réjouit que nous soyons dans le mal-être. Compenser seulement. Ça vous fait dépenser. Nous avons créé un mode de vie dans lequel nous avons plus appris à compenser notre mal-être intime qu'à nourrir notre bien-être profond. Compenser, nous savons faire. Dans une contraction de plus en plus malheureuse. Et beaucoup d'entre nous ont juste appris à se maintenir dans un état de malheur supportable. Plutôt qu'à travailler, à connaître où est-ce qu'on prend pied dans cette mare, où est-ce qu'on trouve un appui, comment est-ce qu'on marche pour sortir et trouver un état de bien-être de plus en plus grand et de plus en plus généreux. Nous allons donc quitter cet enfermement, si vous voulez bien, c'est ça le thème de la conférence, en apprenant à discerner pourquoi je pense comme ça, pourquoi je ne pensais pas comme ça, visiter son fonctionnement, son système de pensée pour petit à petit, réaligner notre vie sur notre élan de vie. C'est un processus, ça ne tombe pas du ciel. On parle bien d'apprentissage. Ça prend du temps. En écrivant avec David Van Reybrouck le petit livre « La paix, ça s'apprend », nous avons voulu réagir tous les deux aux attentats du Bataclan. J'ai appelé David en disant « on ne peut pas rester là ». David, sans doute vous le connaissez, vous connaissez ses livres, c'est un historien des civilisations, par ailleurs dramaturge, auteur de nombreux ouvrages, notamment l'ouvrage Congo, un bouquin qui a touché beaucoup de Belges, notamment. Et on s'est dit, on ne peut pas rester les bras ballants à écouter juste les mesures de sécurité, tourner en boucle, renforcement des frontières, projet de nouvelles prisons, enfin, contrôle des identités, tout ce réflexe sans doute inévitable, mais lié à la peur, à la contraction. Et je dis, à aucun moment, on ne voit qu'on ne remet en question le système de fonctionnement d'une société qui arrive à générer un tel mouvement de haine. Comment est-ce qu'on n'a pas tout de suite dit, mais d'où est venu ce mouvement de haine? Qu'est-ce qui fait qu'on a à ce point négligé le « nous » qu'il y a des êtres qui se sentent tellement rejetés qu'ils sont prêts à se venger comme ça. C'est quand même surprenant que cette réflexion ne soit pas venue comme la première.
ou en tout cas la seconde après les mesures de sécurité sans doute nécessaires. Et je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué. Dans un petit livre auquel j'ai contribué, qui est sorti sur l'après-attentat du 22 mars à Zaventem et dans le métro, j'évoque le fait qu'avons-nous tiré comme leçon de ces attentats-là? Qu'avons-nous changé dans nos programmes scolaires, dans nos administrations, dans nos hôpitaux, dans nos mairies, dans nos paroisses, dans nos écoles, pour que la citoyenneté soit plus discernante, plus responsable? Avons-nous tiré parti de l'épreuve pour grandir? Tout individu parmi vous qui a eu une épreuve, après un cheminement sans doute douloureux, a pu petit à petit en tirer parti pour grandir, s'éveiller, laisser éclater des coquilles successives pour que le bourgeon perce. C'est le seul sens de l'épreuve, qui n'est pas à chercher en soi, mais c'est évidemment pas de dolorisme. Mais si l'épreuve est là, c'est que sans doute elle nous permet de nous éveiller, de nous réveiller. Alors on a voulu faire ce petit livre, La paix, ça s'apprend, pour essayer de faire passer le message auprès de la population d'abord, mais également auprès de nos dirigeants ensuite, que c'est plus que temps qu'on s'y emploie. Et je ne pense pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les dirigeants auront la disponibilité de se remettre suffisamment en question pour ça. C'est pour ça que je dis la population d'abord, parce que c'est vraiment une invitation pour chacun de nous à aller frapper à la porte de nos mairies en disant on veut une salle et un petit budget pour donner des cours de connaissance de soi, de yogi, de yoga, de tai chi, de sophrologie, de CNV, de méditation. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est plus intéressant que de repeindre le dancing, encore que le dancing soit un endroit précieux, pour faire la fête aussi. Et nos paroisses, nos écoles, que tous les parents qui mettent leurs enfants à l'école en disant c'est à quelle heure le cours de communication non violente, hein? Et son cours de yoga, ce sera quand, hein? C'est une évidence. Les preuves apparaissent aujourd'hui. Tapez sur Internet yoga ou méditation dans les prisons, on voit des changements phénoménaux. Les prisonniers qui sortent des prisons américaines font l'objet à 75% de récidives. Lorsqu'ils ont suivi quelques années de méditation et de yoga, il n'y a plus que 15% de récidives. Pourquoi ça? Mais parce qu'ils ont appris à comprendre leur fonctionnement, leur agressivité, leur pulsion. Ils ont appris à gérer, n'est pas le joli mot, mais à conduire ça, à conduire. C'est cette conduite que nous avons besoin d'apprendre. Et je peux juste, dans mon petit parcours d'auteur, ayant rencontré beaucoup de journalistes, réaliser que la plupart des médias ignorent ces approches quand elles ne les dédaignent pas, quand ils ne les dédaignent pas, en les considérant comme bisounours. Or, apprendre à se pacifier quand on est agressif, c'est tout sauf bisounours, hein. Apprendre à retrouver du sens à sa vie quand on est parti en dépression, c'est tout sauf bisounours. Apprendre à redevenir une maman joyeuse qui prend soin de ses enfants avec enchantement alors qu'elle était partie un peu dans la picole, c'est tout sauf bisounours. C'est un service communautaire, c'est du bien-être ensemble. Alors, je voudrais vous proposer quelques clés pour poursuivre notre exploration. La paix, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Alors, un premier petit exercice, on l'a fait tout à l'heure, c'est de prendre régulièrement du temps de présence à ce que je vis. Qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce que ça dit de moi? Dans l'agréable comme dans le désagréable. Là, j'ai proposé de décanter un petit moment de paix. Faites la même chose avec un moment de tension et d'agacement. Arrêtez-vous sur image, respirez et faites l'inventaire de ce que vous ressentez et de vos besoins. Vous verrez que ce discernement permet de dire « Ah oui, tiens, j'avais besoin de ça, tiens, ça ne m'avait pas apparu. Je vais faire ceci pour obtenir ça. Et là, j'avais besoin de ça. Ah tiens, mais je peux faire ça pour obtenir ça. » Vous allez voir que tout d'un coup, vous avez plus de pouvoir d'action que ce que vous croyiez. Mais quand les émotions vous ont submergé, vous avez juste envie de casser la gueule de l'autre. Ou d'attendre que ça change, sans changer vous, bien sûr. Retrouvez votre pouvoir. Nous avons un pouvoir de transformation personnelle et communautaire aussi considérable qu'ignoré. Et de nouveau, c'est par la pratique que je vous dis ça, ça n'a rien de théorique. C'est en voyant combien, ne fût-ce qu'un couple dans lequel un des deux se met à se transformer peut réanimer le feu sacré qui s'était éteint. Un parent peut apporter une qualité d'écoute, d'empathie, de présence pour recréer du nous. Simplement parce qu'il s'est transformé lui. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans quelques clés. Je vous propose de visiter
4 pièges qui sont particulièrement identifiés par la pratique de la communication non violente comme étant des obstacles à la relation, des obstacles au lien. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était extrêmement précieux de les démasquer rapidement. Vous savez qu'on ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans. C'est la première étape nécessaire pour sortir d'un piège. Ça demande d'observer, tiens, ce que je prenais pour l'exercice de ma liberté est un enfer, me ment. Et ça peut se révéler infernal. Mais ça demande de s'être assis là en disant, tiens, pourquoi j'ai pensé comme ça ? Pourquoi je ne pourrais pas plutôt ressentir ? Pourquoi j'ai eu cette croyance ? Qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Pourquoi je pense en pensée binaire ? Soit, d'où vient cette division ? Quelle est l'unité que je cherche à trouver derrière ça ? Pourquoi je suis plombé par des « il faut » ? Comment est-ce que je peux retrouver mon espace de liberté ? Ça demande un petit travail. C'est ce que je vous propose de visiter. Premier piège très récurrent, c'est les jugements. Nous sommes extrêmement habitués à juger au quart de tour. Ne fût-ce qu'en ouvrant les rideaux le matin, il fait beau ou il fait moche. Avec quoi à quoi ça vous sert ? Vous allez faire quoi avec ça ? Décoder. Le temps n'est peut-être pas toujours aussi merveilleux que ce que vous voulez, mais s'il pleut, peut-être que vous pouvez simplement vous dire, tiens, effectivement, j'avais prévu d'aller faire mon jogging, sous la pluie c'est moins gai, je fais plutôt de la gym à l'intérieur. Et en même temps, je me réjouis pour les cultures, parce qu'il fait sec depuis longtemps. Et je peux vous dire que bien que j'habite en Ardennes où il pleut pas mal, il fait sec. Il y a des sources qui sont complètement sèches. Il y a un puits tout près, il est bas, c'est surprenant. Mais donc, regardons la chose autrement. Pourquoi est-ce que c'est moche ? Ben non, c'est une belle journée de pluie. Il y a bien des pays qui en rêveraient. C'est une belle journée de pluie. Pourquoi dire il fait beau ? Ah oui, peut-être que vous goûtez la beauté du soleil. Ça dit quoi de vous ? Ça dit votre besoin de lumière, de chaleur, d'espace, d'expansion. Ah, je vais vivre comme ça. Goûtez les valeurs plutôt que simplement il fait beau. Ce qui enferme. Je vous donne un exemple plus percutant. Dans la plupart des ateliers de communication non violente, on commence par apprendre à ne plus juger, mais observer sans juger. Exercice extrêmement difficile, tellement l'habitude est lancée de juger, d'étiqueter, de mettre en catégorie. Et dans cet exercice, je propose aux personnes de prendre une situation qu'elles ont vécue de façon un peu inconfortable, ou même très inconfortable, et de faire une double lecture avec jugement, donc subjectif, et sans jugement, objectif. Et Jeanne partage sa situation en disant, moi, dans ma situation, c'est que ma fille est difficile. J'ai une fille de 13 ans, elle est difficile. Alors, un peu par boutade, je dis, ça c'est objectif ou subjectif ? Ah, c'est tout à fait objectif. Ma fille, elle est difficile. Alors le reste du groupe rit avec bienveillance, comme vous, parce qu'effectivement, vous voyez que c'est un jugement. Mais Jeanne ne le voit pas. Et elle s'accroche en disant, mais enfin, écoutez, c'est ma fille, c'est la réalité, elle est difficile. Elle ne le voit pas. Jeanne n'est pas idiote. Simplement, ce qui lui arrive, elle est submergée par toute l'émotion qu'il y a derrière. Elle ne voit plus la réalité telle qu'elle est. Il y a des lunettes embuées de toutes les peurs qu'on va voir. Elle ne lit pas la réalité. Elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Elle voit la réalité telle qu'elle craint qu'elle soit. C'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous quand on est dans le jugement. Observer sans juger. Alors, je signale à Jeanne, effectivement, je pense que c'est un jugement. Si tu veux bien, il y a certainement des faits derrière ça qui ont amené ce jugement. Qu'est-ce qui s'est passé qui te donne l'impression que ta fille est difficile ? Alors, elle a un peu de mal à se décoller de l'idée que ce n'était pas la réalité. Elle dit, depuis 3 mois, je dis, ça c'est un fait, ça se passe depuis 3 mois, oui. Elle rentre de l'école vers 4-5 heures, ok, c'est un autre fait, retour vers 4-5 heures. Elle arrive dans la cuisine, autre fait, et elle me dit, pratiquement systématiquement, maman, fais chier l'école. Alors je dis, comment tu réagis par rapport à ça ? Mais je suis très inquiète. Ah oui, ça dit quoi de toi, cette inquiétude ? Mais j'ai peur qu'elle soit larguée dans sa classe, qu'elle redouble, ou même qu'elle entre un peu en dépression parce qu'elle est sensible. Alors qu'est-ce que tu fais ? Mais je l'envoie dans sa chambre préparer ses devoirs. Action, réaction. Et alors je dis, comment ça se passe ? Elle est furieuse, elle monte les marches d'escalier en faisant bien sonner tout parce que ça l'énerve, elle met sa musique à fond parce qu'elle sait bien que ça m'agace, et c'est la dernière qui descend, quand elle descend, pour me donner un peu d'aide quand j'appelle à l'aide pour le repas vers 7 heures. Depuis 3 mois. Vous voyez ce je et ce tu, où est le nous ? Quelle misère affective, vous voyez ?
Alors je propose à la maman d'aller explorer ses besoins. Oui, tu aurais besoin d'être rassurée qu'elle n'est pas en décrochage scolaire, qu'elle n'est pas en début de dépression. Tu n'aurais pas d'autres besoins? Ah non, je peux t'en proposer un? Ben oui. Est-ce que tu n'aurais pas besoin de comprendre ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle t'y fait chier l'école depuis 3 mois? Ah, t'as raison. Tout. Deuxième prise de conscience. Elle ne voyait pas qu'elle juge, elle ne voyait pas qu'elle a juste besoin de comprendre cet humain. Je ne vous parle pas d'une analphabète, je vous parle de vous et moi. Quand nous ne savons pas bien gérer nos émotions, nous sommes submergés. Premier espace à pacifier, à apprendre à lire nos émotions pour ne pas être submergé, emporté par elles. Ça s'apprend. Elle me dit, t'as raison, je pourrais comprendre ma fille. Et peut-être que je peux lui demander. Ben, je dis, ça me paraît une bonne idée. Je pourrais lui demander ce qui ne se passe pas bien à l'école. Alors l'atelier se passait en plusieurs lundis. Elle revient le lundi suivant. Elle me dit, ça s'est drôlement bien passé avec ma fille. Quand elle est rentrée de l'école, elle m'a dit, une fois de plus, maman fait chier l'école. Je me suis accroché à la table de la cuisine pour ne pas l'envoyer travailler. Je lui ai dit, est-ce que ça va pas trop à l'école? Est-ce que tu voudrais m'en parler? Et ma fille m'a dit, mais oui maman, ça va pas trop. Je suis largué en mathématiques. Au début, le prof était gentil, il me donnait les réponses. Mais là, il me dit, vous retardez tout le monde. Vous prendrez des cours particuliers. Mais mes copains se moquent. Ils me font des bisbis dans la cour. T'es nul, tu fais des bulles. Et je comprenais donc ma fille, qu'elle était si malheureuse d'être larguée, etc. Et à un moment, ma fille semble détendue. Elle pousse un profond soupir et me dit « Merci maman pour ton écoute, mais j'ai mes devoirs à faire. » Elle va faire ses devoirs. Et vers 7 heures, je m'apprêtais à appeler les enfants, dit la maman, pour de l'aide pour leur repas, et que j'ai la surprise de voir ma gamine qui descend en disant « Maman, t'as pas besoin d'aide. » Ce n'est pas magique, ce que je vous raconte. C'est systémique. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Je vais faire autrement parce que je pense autrement. Imaginez juste la gamine, 12-13 ans, elle est larguée en mathématiques, les copains se moquent, le prof, à un moment, lui dit « Vous prendrez des cours particuliers parce que vous dérangez tout le monde. » Oh, elle a un gros sur la patate, hein, pas commode à vivre. Elle arrive à la maison, elle espère un peu de tendresse, d'écoute et d'empathie dans ce havre de paix de l'amour maternel ou paternel. Elle arrive, elle dépose son fardeau, mais elle n'a pas reçu de cours de communication non violente. On ne lui a pas appris à discerner ce qu'elle ressent, ses besoins et à faire des demandes. Alors elle emploie le jargon de tous les jours, celui avec lequel elle a grandi. Elle dit « Maman, fais chier l'école. » Boum, voilà. Et la maman en face de ça se dit « Au secours, décrochage scolaire, va travailler. Action-réaction. » C'est ça la pauvreté de nos moyens. Mais ce jour-là, elle arrive, elle dit « Fais chier l'école » et la maman, au lieu de réagir, elle lui dit « Ça va pas trop à l'école ?»« Ben non maman. Tu veux qu'on en parle? Ben ça fait des semaines que j'aurais voulu t'en parler. Ben je t'écoute. Ah, et je me pose et maman écoute. Et elle ne me donne aucun conseil. Elle ne juge en rien mon attitude. Elle ne me dit pas « Je te l'avais bien dit et il est temps que tu aies à ta place je ». Non. Une vraie écoute. Et vous le savez, une vraie écoute, c'est difficile pour la majorité d'entre nous, extrêmement difficile. Moi, je me suis occupé de jeunes de la rue pendant des années, je ne savais pas écouter, je savais donner des conseils, redire à la place il est temps que tu, etc. J'ai dû apprendre par la communication à écouter, à être avec. À un moment, ce climat fait que je me sens exister, je suis reconnu, j'ai de la tendresse, de l'attention, je peux poser mon fardeau, je ne suis plus toute seule. Je me rappelle quand même que j'ai les devoirs à faire, je vais les faire. Une fois qu'ils sont finis, où est-ce que je reviens? Mais que pensez-vous que je vais faire? Je recherche le bien-être que je viens que de connaître. Ma boussole me réoriente, c'était agréable, je suis avec maman. C'était doux, confortable, empathique. Et j'arrive en disant, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à faire pour toi? Peu importe les choses à faire, puisqu'il y a de la qualité d'être. Il y a de l'être ensemble, il y a du nous. Et voyez que Jeanne n'a pas changé sa fille. On n'a aucun pouvoir pour changer nos enfants. Notre conjoint, notre collègue de travail. Arrêtons de croire qu'on peut changer l'autre. Jeanne a changé sa façon d'être avec l'autre. C'est ça, l'invraisemblable pouvoir et si peu connu de la non-violence. J'attends pas que l'autre change, c'est moi qui change. Et regardez comme toute la géométrie de la relation se transforme. Voyez le pouvoir que nous avons sur nous, si nous voulons bien nous asseoir dans la chaise pas confortable de l'intériorité. Intériorité citoyenne, c'est comme ça que je l'appelle dans mon bouquin du jeu au nous. On voit dans cette famille la dimension citoyenne, ou en tout cas familiale, de cette approche. Pas confortable pour Jeanne, qui du haut de ses 45 ans, femme intelligente, etc., fond en larmes en disant « Mais comment est-ce que je n'ai pas perçu que je la jugeais? Comment est-ce que j'aurais pu avoir une relation facile avec un enfant que je juge difficile ?»
C'est impossible, c'est moi-même qui mets le voile, vous voyez, le filtre. Et ensuite, elles font en larmes en disant, je réalise que j'ai été éduqué par un père militaire, comme un petit garçon qui part au combat, un petit soldat, et je n'ai pas accès à mes émotions, je ne sais pas gérer mes émotions, donc je ne sais pas accueillir celles de l'autre. Et donc, dès qu'elle t'inquiète ou quoi, je fais, mais je ne sais pas être. Vous voyez le bénéfice d'apprendre à être. Et plus j'en apprends à être avec elle, m'aide à comprendre le jeu de ses émotions, plus elle est à l'aise pour comprendre le jeu des émotions de l'autre. C'est de l'hygiène relationnelle. Nos jugements nous coupent de la réalité. Notre ressenti nous rassemble. Observer son jugement, partager son sentiment, formuler des besoins, faire des demandes claires. Voilà la grammaire de la CNV. Un autre piège très régulier, c'est notre capacité à coller les choses dans des catégories, dans des cases, dans des croyances, au sens d'automatisme de pensée, dans des préjugés. Sans aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière comme enjeu de sentiments et de besoins de nouveau. Une maman marocaine arrive dans un stage il y a une dizaine d'années. Et lorsqu'on travaille les croyances, les projections que nous faisons sur l'autre, il dit, moi j'ai une croyance, c'est que ma fille qui a 15 ans, elle va à sa perte. Cet enfant va à sa perte. Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle va à sa perte. Elle avait du mal à nommer. Je dis, tu peux nous clarifier ce que tu observes? Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, ma fille, elle sort avec un t-shirt jusque-là et le pantalon jusqu'ici. Ah, et on voit son ventre. Ah, et tu t'inquiètes? Ben oui. Et ton besoin? J'ai peur qu'elle se fasse agresser, abuser ou peut-être même violer. Hein, tu t'inquiètes parce que tu as besoin d'être sûr qu'elle prend soin de soi, qu'elle se fait respecter et qu'elle n'attire pas éventuellement quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions. Est-ce que c'est ça? Oui, mais c'est pas que ça. C'est que chez nous, on s'habille. Ah. Et donc tu aimerais comprendre pourquoi elle s'habille autrement que dans ton habitude? Ben oui, chez nous on s'habille. Et on s'habille parce qu'on appartient, parce qu'on a un groupe. Ah, donc tu aimerais sentir qu'elle perçoit ton besoin d'appartenance et de groupe. Mais oui. Hein? Alors moi, je comprends ton besoin d'appartenance et de groupe. Très important pour chacun de nous. En même temps, est-ce que tu veux bien essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle s'habille comme ça? Et c'était une femme intelligente et je la vois les larmes aux yeux dire, elle a le même besoin que moi. Appartenance à son groupe qui ne s'habille pas comme moi. Elle veut être comme ses copines. Toutes les copines sont comme ça. Et à 15 ans, on a besoin d'être dans son groupe, reconnu, affilié, avant de pouvoir s'individualiser un peu en grandissant, en gagnant en maturité. Cette maman était les larmes aux yeux en réalisant qu'au fond, sous des stratégies très différentes, soit le vêtement traditionnel qui couvre tout le corps, soit ce petit ventre mis à nu parce que c'est la mode de nos régions, eh bien, derrière ces stratégies très différentes, même besoin. Et là, l'amour revient. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord, ça veut dire comment on se comprend, qu'on respecte le nous. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord partout. Il y a une espèce d'habitude à être addict à l'harmonie. Ben non, on peut tolérer la disharmonie. Ça ne va pas nous tuer. Sortir des croyances, des préjugés, aller voir ce qu'il y a derrière. De nouveau, la conscience des sentiments, des besoins va nous aider à dépasser ça. Le dernier piège, je reviendrai au troisième juste après, mais je passe au quatrième, c'est les « il faut »,« tu dois », c'est comme ça, tu n'as pas le choix, dans lesquels nous nous laissons plomber. Et voilà, si je vous les donne aujourd'hui, certains d'entre vous les connaissent bien pour avoir pratiqué la CNV, mais c'est pour rappeler à ceux qui ne sont pas au courant de ces approches que voilà 4 enjeux qui plombent notre façon d'être en relation et que si on arrive à être vigilant, à ne plus tomber dans ces pièges-là, on peut vraiment se libérer de beaucoup de choses. Il faut, tu dois, c'est un langage dit, dans notre jargon, déresponsabilisant. Ça paraît drapé dans une dignité. Il faut, c'est ton devoir de fils, c'est ton devoir de mère, de bon époux, je me dois de. Ça paraît très digne. Mais si vous grattez ce vernis, cet apparat, derrière ça, c'est un jargon
de victime ou d'esclave. C'est mon devoir, il faut, j'ai reçu des instructions, c'est la tradition, c'est pas moi qui décide, c'est comme ça. Je suis un tramway sur des rails. Je suis pris dans un enfer me ment, dans une habitude de fonctionnement. On a besoin donc d'aller revérifier derrière ça. Il faut, je dois. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous vous occupez de vos enfants parce qu'il faut, si vous leur faites à manger le soir parce qu'il faut, si vous les conduisez à l'école parce qu'il faut, arrêtez tout de suite, mettez-les à l'assistance publique et partez en vacances. Hein. Parce que tôt ou tard, vous allez leur faire payer. Après tout le mal que je me suis donné pour toi, voilà comment tu me traites, vous allez envoyer l'addition, la facture. On ne s'occupe pas de ses enfants parce qu'il faut, on s'occupe de ses enfants parce qu'on les aime et qu'on leur veut le meilleur. On ne rentre pas un peu plus tôt en ayant acheté des bons produits pour leur faire un bon repas le soir parce qu'il faut. On rentre parce qu'on tient à leur offrir une bonne santé avec de bons aliments et surtout une tablée joyeuse où on s'échange, on se rencontre et on vit du nous. C'est pas il faut, c'est je tiens à. Ça change complètement l'énergie des choses. Petit exercice rigolo. La prochaine fois que vous vous direz « il faut sortir des poubelles, j'ai pas le choix, c'est mon devoir de père ou de mère que de sortir les poubelles », eh bien, asseyez-vous dans votre meilleur fauteuil, respirez et réalisez avec délice qu'il ne faut pas sortir les poubelles. Vous pouvez les empiler tranquillement dans la cuisine, dans le salon, dans la toilette, dans la salle de bain, il y a de la place. Hein. Allez-y, empilez. Il ne faut pas. Moi, j'ai longtemps sorti mes poubelles parce qu'il faut, j'ai pas le choix, c'est mon devoir de père, etc., avec une énergie. Si je continue de sortir les poubelles aujourd'hui, quand c'est le bon moment pour le faire, je ne vais pas vous prétendre que ce soit devenu l'acte le plus exaltant de ma semaine. Ça reste un geste un peu inconfortable que d'amener ce sac puant à l'endroit où il faut. Il n'empêche que, mesdames et messieurs, je sors mes poubelles parce que je suis un être libre, qui a choisi en toute lucidité une certaine qualité d'existence dans laquelle entre la propreté, l'hygiène, la salubrité de l'air, mais aussi l'espace et l'accueil. J'aime ça. Et s'il y a 2 ou 3 sacs poubelles qui attendent leur heure là, ça pue et on ne sait plus comment on se déplace dans la cuisine. C'est pas très accueillant pour les amis qui passent. Je sors mes poubelles parce que je suis un être libre qui a choisi une certaine qualité d'existence dont je sais les éléments, les valeurs, les besoins et, attention à la chute de la phrase, j'accepte les conséquences inconfortables de mon choix. Ce n'est pas parce qu'il y a des conséquences inconfortables que ça n'est pas un choix. Et ce n'est pas parce que c'est un choix que c'est tout confort. Énorme illusion aujourd'hui. Énorme illusion, on veut tout avoir, sans inconfort. Le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la formule. Tout ce que la chair crémière pourrait offrir. C'est surprenant, vous savez, mais ça reste décapant. Et moi-même, il m'a fallu atteindre 37-38 ans pour commencer à accepter que c'est l'exercice de ma liberté qui me fait choisir ça et que ça suppose que je renonce à ceci. Que si je ne renonce pas à ça, eh bien je ne vais pas obtenir ceci. Et que donc renoncer est la clé de l'obtention. Avant, je voulais, comme un adolescent ou un adolescent, tout avoir, sans renoncer à quoi que ce soit. Lorsque vous faites ce travail systématiquement avec tous les « il faut »,« je me dois de »,« il est temps que je devrais », vous vous débarrassez petit à petit de la culpabilité et vous goûtez la responsabilité. Vous vous débarrassez de la division et vous goûtez l'ancrage. Vous vous débarrassez de la confusion, vous développez de la lucidité. Pas du jour au lendemain, c'est un processus. Nous sommes plombés par des millénaires de culpabilité. On ne va pas s'en sortir comme ça, par miracle. Mais je peux vous assurer que c'est un sentiment que je ne connais plus. Et Dieu sait, si dans le milieu bourgeois, catho-pratiquant, j'ai pu être bien pétri dans la culpabilité. Transformer nos « il faut » en « je tiens à ». C'est important pour moi. Voyez l'impact. Si je suis distrait, je peux dire à mon fils « bon, il faut que je travaille, hein, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Hein. Bonne chance pour toi, à tout à l'heure. »
Le gamin qui a 15-16 ans, là, qui est habité du feu de l'adolescence et d'un grand idéal, comment voulez-vous entretenir ce feu sacré si vous-même vous êtes en cendres? Alors tous les parents du monde ne font pas le métier dont ils rêvent. J'en sais quelque chose pour m'être retrouvé dans un métier que j'aimais plus du tout et que j'ai maintenu pendant des années pour des raisons alimentaires. Donc je sais que ça demande du travail sur soi que d'apprendre à savoir mais qu'est-ce que je voudrais, comment petit à petit changer, qu'est-ce que je peux petit à petit mettre en place comme processus. Voilà. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais on peut avoir une autre attitude et dire aux gamins, écoute, je fais pas le métier dont je rêve. Hein. Effectivement, c'est alimentaire parce que ça nous permet de partir en vacances, de vous offrir de bonnes études, du sport, des activités artistiques. Et moi, je tiens à ça, à vous donner une bonne éducation. Plus tard, j'aimerais faire un autre métier. J'ai envie d'écrire des romans, mais avec ça, on gagne pas trop sa vie, tu vois. Mais ce sera pour plus tard. Allez, salut, bonne journée. Hop, et je pars ancré sur ce pourquoi je fais les choses. C'est pas il faut, je dois, c'est je tiens, même si c'est pas tout confort. Il me semble que dans la tête du gamin qui entend ça, le message est beaucoup plus clair. Ah, mon père est un être discernant. Ce n'est pas un être soumis. Il accepte certaines valeurs et de renoncer à d'autres parce que ça fait sens pour lui pour le moment. Je comprends mieux pourquoi on me demande de me lever à 7 heures pour être à 8 heures au cours. J'aimerais apprendre à ma guise quand je veux, mais ce serait moins gai qu'avec les copains. J'ai envie d'apprendre, j'aime apprendre, et j'accepte la conséquence désagréable, c'est que ça se fait dans un programme avec d'autres personnes. Le modèle est là, j'intègre, j'applique. Lucidité, dignité. On n'est pas sur Terre pour subir et se maintenir dans un état de malheur supportable. On est sur Terre pour être dans une joyeuse expansion, même si les circonstances ne sont pas comiques tous les jours, et bien évidemment que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Ce que j'observe simplement, et là je ne peux évidemment pas vous en convaincre, j'en ai pas l'intention non plus, je peux juste vous en témoigner. Lorsque nous sommes dans cette dynamique d'expansion, je fais les choses parce qu'elles permettent telle et telle valeur, même si en soi elles ne me plaisent pas tellement, nous créons un climat de créativité, nous créons un climat d'ouverture. Des opportunités vont se présenter que l'on n'aurait pas vues si on était parti parce qu'il faut que je travaille, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vous en convaincre, mais je le vois tous les jours et c'est ce qui me stimule dans mon travail. C'est que le fait de se dire, tiens, j'aimerais bien faire autre chose, mais pour le moment, ceci sert quand même certaines valeurs, ça change pas mal la donne. Voilà donc une façon de transformer la vie au quotidien, clarifier les sentiments et les besoins derrière les « il faut, tu dois ». J'en viens au troisième piège qui peut vraiment bousiller notre vie, la pensée binaire ou la dualité. Ce qui nous fait dire soit, soit, plutôt que et. Notre esprit cartésien, très logique, l'exercice presque monopolistique de l'intelligence cartésienne, du cerveau dit gauche, nous a amené à mettre les choses dans des tiroirs qui s'opposent, soit, soit. C'est un énorme appauvrissement de nos fonctionnements. Nous avons besoin de nous réouvrir à et. On n'est pas campagnard ou citadin, intellectuel ou manuel, poète ou ingénieur, homosexuel ou hétérosexuel. Non, on vit une gamme de possibilités à travers ces polarités. C'est ça la richesse de l'humain. Alors, petit exemple pour nous montrer combien ça peut nous bousiller la vie que d'être dans la pensée binaire, on a besoin d'être vigilant. De nouveau, c'est un exemple que je cite dans d'autres conférences, comme la plupart, parce qu'il est particulièrement pertinent. C'est l'exemple de Charlotte, qui arrive en thérapie lorsque j'avais encore un cabinet de thérapie. Elle a 20 ans, Charlotte, et elle vient d'échapper à 2 tentatives de suicide quand elle arrive chez moi. Et elle est belle à tous égards, elle est jolie, et elle est très artiste et en même temps très généreuse. Elle a des projets humanitaires. Alors quand elle part dans ses projets humanitaires, c'est fantastique, je vais Médecins sans frontières, mais on ne dessine guère dans les camps de réfugiés. Bon, c'est pas grave, je reste à Bruxelles et je développe mon art du dessin. Elle a un grand talent de dessin magnifique, elle a gagné des concours, etc. Mais est-ce que je peux m'occuper de mon petit pinceau, mon petit talent, alors qu'il y a des gens qui crèvent? Charlotte est déchirée, Charlotte est tétanisée, Charlotte est sous pression, Charlotte part en dépression. Et la seule solution qu'elle envisage, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais c'est la suppression. Supprimer cette vie trop pénible. Je vous passe l'essentiel du travail avec Charlotte, qui va consister simplement à accompagner, accueillir toutes les parties de Charlotte, retrouver le nous intérieur,
Pas le je humanitaire, tu artistique, non. Il y a un nous qui se cherche. Et si aujourd'hui Charlotte est art thérapeute, à quelques pas d'ici, dans le Brabant wallon, si aujourd'hui Charlotte met son talent d'artiste tellement fin au service d'une cause quasi humanitaire, parce qu'elle travaille avec des enfants pris dans l'hyperactivité, et les art thérapeutes pour enfants, elle met ce talent d'accompagner les enfants dans le geste du pinceau qui part à l'infini, et quand l'enfant a goûté cette grâce, il rentre à la maison centré. Si aujourd'hui Charlotte est une citoyenne au bon endroit, mettant le meilleur de soi au service de tous, c'est qu'elle a travaillé son intériorité dans la chaise, pas forcément confortable, du discernement. Je ne sais pas où serait Charlotte si elle n'avait pas trouvé ces clés de la réconciliation intérieure, de l'alignement sur son fil rouge, de l'abandon de ses enfermements dans la pensée binaire, soit. Qui dira qu'il s'agit de développement personnel ? Oui, il y a du développement personnel, mais au service de la vie communautaire, de l'enchantement, de réenchanter le monde, d'aider ces enfants eux-mêmes, souvent divisés, à se réconcilier, à se réaligner. Alors pour la petite histoire, c'est un autre enjeu, mais les parents de Charlotte veulent le meilleur pour leur fille qui est si belle et tellement pleine de talent. Et sans s'en rendre compte, ils en refoutent une couche, passez-moi l'expression. Charlotte, tu as 20 ans, il faut choisir. Tac. Vous voyez, la pauvreté de nos moyens, de nos habitudes, parce que nous ne savons pas bien écouter. Tu rêves d'être artiste, tu rêves d'aider les gens, et tu aimerais pouvoir faire les deux. Et pour le moment, tu ne sais pas encore quoi. C'était ça l'accompagnement. C'est juste ça. Aucun thérapeute ne donne des conseils. À aucun moment, je pouvais imaginer qu'elle deviendrait art thérapeute. La seule confiance que j'avais, c'est qu'en lui permettant d'exercer son intelligence intuitive, en lui permettant d'écouter ce que j'appelle ces Googles intérieurs, les moteurs de recherche, l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, celle qui comprend l'esprit des choses. J'avais cette conviction qu'elle allait trouver ce qui était juste pour elle. Ce n'est pas le boulot d'un thérapeute de donner des conseils. Il établit juste un climat d'écoute non jugeante, dans lequel la personne peut descendre à l'intérieur d'elle-même. Je rêve du jour où le métier de thérapeute sera au musée des métiers anciens. Et on regardera ça en disant, regarde un peu, le métier de thérapeute, il est là. Ah, jusque dans les années 2020, on a eu besoin de ça pour se comprendre. Maintenant, on se comprend parce qu'on s'écoute tous. C'est pas merveilleux. Voilà quelques clés extrêmement pratico-pratiques pour nous permettre de démanteler nos vieilles habitudes, de transformer la personne que nous sommes au service de cette intelligence collective à laquelle nous appartenons. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Je me demande juste si nous avons vraiment tellement d'autres possibilités. Devant le flux des migrations, devant celles qui risquent d'arriver avec le réchauffement climatique, devant ce métissage invraisemblable de populations de toute culture, pratique, religion, tradition, comme la planète ne l'a jamais connu, si nous n'inventons pas ce nouveau continent où nous rencontrer, le continent de la relation empathique, chaleureuse, synergétique, si nous n'en trouvons pas les outils et les voies, si nous ne parvons pas ce territoire-là, eh bien je crains que nous allions devant de grosses difficultés. Ce qui serait fâcheux, puisque les outils existent. Et qu'il s'agit juste de les intégrer, de les faire porter à la connaissance des uns et des autres, de s'encourager à les faire connaître. Pour la petite histoire, le hasard a fait que c'était le jour de la Saint-Valentin, j'ai lancé un groupe sur Internet qui s'appelle « La paix, ça s'apprend », du nom de ce petit livre. On était très vite 2000, 4000, on est 6005 maintenant en quelques semaines, de personnes qui échangent sur des approches de paix
Et c'était ça l'idée, simplement. Je recevais des messages en disant « J'ai aimé votre livre sur la paix, ça s'apprend, mais je suis perdu au fond de l'Ardèche, qu'est-ce qu'il y a par ici ?» Ou d'autres disaient « Moi, je suis à Strasbourg, j'ai une super méthode, j'aimerais la faire connaître. » Alors je me suis dit créons cette espèce d'espace d'échange. Voilà, plein de gens qui cherchent, qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de partager leurs outils. Et je pense que nous avons le pouvoir de petit à petit transformer. Vous connaissez sans doute l'étude qui a été faite par les créatifs culturels. Nous sommes à peu près 30% de la population à partager les mêmes valeurs de respect de l'humain, de respect profond de la nature, de conscience que la vie est de l'ordre du sacré, quels que soient les mots qu'on emploie, que ça a un sens qui va bien au-delà de notre petite existence à nous, que nous avons besoin de respecter la matière, l'humain, le vivant. 30% de la population est dans cette démarche. C'est une révolution silencieuse. Elle n'est pas dans les journaux. Bien sûr que les médias n'en parlent pas. Cependant, certainement que beaucoup d'entre vous, si pas tous, vous en êtes. Et c'est précieux donc de sentir qu'on appartient, qu'on n'est pas tout seul. La lecture de ce livre, L'émergence des créatifs culturels, pour moi, m'a donné un profond sentiment d'appartenance en me disant, tiens, il y a plein de gens, je ne les connais pas, je ne suis pas relié, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Dans ce processus de transformation, je détaille ça un peu plus dans mon bouquin du jeu au nous, sur l'histoire de Charlotte, mais d'autres aussi. J'ai à cœur de vous partager ceci. Vous mettrez les mots que vous voulez sur ce que je vais vous décrire. J'ai acquis cette profonde conviction que lorsqu'on s'implique dans ce travail qui demande de l'humilité et du courage, de remise en question, de transformation, d'ouverture à l'intériorité, qui passe par des phases de démantèlement des vieilles habitudes, de passage à vide, de traversée du désert, de saison d'hiver, où on a l'impression que tout est mort et on doute de l'émergence d'un printemps. Lorsque nous s'abandonnons à ce travail-là, nous ne sommes pas longtemps seuls. Quelque chose s'instaure, ou peut-être même que quelqu'un s'installe. Vous appellerez ça comme vous voulez. En tout cas, nous sommes accompagnés dans un processus et nous sentons qu'une intelligence favorable nous pousse comme une brise et que petit à petit, à travers les difficultés, quand même, ça passe. Et je nous encourage à goûter cette expérience. Parce que lorsqu'on l'a faite, on ne doute plus de la puissance de transformation qui nous habite. Et on a vraiment envie d'encourager chacun à oser cette démarche-là, oser s'ouvrir. Je pense profondément que nous sommes sur Terre pour être joyeux et généreux de notre joie. J'en termine par une image. Une image qui peut être nourrie peut-être de ceci. Nous pouvons avoir l'impression de tourner en rond dans notre petit bocal de nos habitudes, nos enfermements, vous voyez, et que ça ne débouche pas sur grand-chose. C'est précieux lorsque nous sommes dans nos enfermements de réaliser que notre petite vie, nos habitudes, nos systèmes de pensée, eh bien, ce n'est pas un petit bocal fermé, c'est un bocal ouvert, c'est notre petit espace à nous, mais nous appartenons à la vie. Le petit bocal du poisson rouge, autrement dit, il est posé au fond de l'océan de la grande vie universelle. Il a commencé bien avant nous et qui terminera bien après nous. Et donc c'est précieux de réaliser que par une simple montée de conscience, un éveil, nous pouvons quitter l'enfermement et entrer dans la plénitude. C'est ce que je nous souhaite. Merci beaucoup.